Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins hésitent quotidiennement entre passion et devoir, mais c'est toujours la passion qui l'emporte grâce à Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Wagman et Denis Ramon, à la réalisation de Dilemme Cornélien, Mydia Portis-Guérin, à la lecture non systématique Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son bergsonienne Bruno Mourlan. 10h47, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui La désillusion créatrice, Merleau-Ponty, l'expérience du réel, du philosophe Guillaume Caron, un livre publié au Métis Presse. Charles Péguy, le mécontemporain. L'inclassable, le patriote, l'héroïque, le malmené, le mal connu, plus pour longtemps, l'écrivain, le journaliste, le poète, et pour ce 4e et dernier temps, le philosophe. Pourquoi celui qui reconnut et affirma ouvertement sa vocation de philosophe n'en fit jamais son métier ? En quoi ses écrits trouvent-ils leur source philosophique dans les textes de Bergson ? Et comment comprendre ce choix implacable de faire passer son devoir, c'est-à-dire son combat socialiste, avant sa passion pour la philosophie ? Réponse aujourd'hui avec le philosophe Camille Riquier. Bonjour Camille Riquier. Bonjour. Mon idée secrète, ma tentation, était la tentation d'un silence absolu. Entrer enfin dans une retraite totale. Nous sommes saturés, nous sommes excédés de cette activité. Pouvoir se taire et pouvoir travailler. C'est aussi la tentation du travail, travailler pour soi, comme nous disions naïvement à l'école. J'avais la tentation de travailler pour moi, mais je ne puis oublier que je suis un philosophe. Je le dis avec une certaine fierté, en un temps où de toutes les cultures, la philosophie est certainement la discipline la plus exposée aux injures, aux ravages, au mépris ensemble et aux pires flatteries, et ce qu'il y a de pire, aux contrefaçons de toutes les démagogies. Camille Riquier, vous enseignez la philosophie à l'Institut catholique de Paris et vous avez dirigé un collectif, un ouvrage collectif consacré à Charles Péguy, disponible aux éditions du Cerf, un très beau livre qui est sorti cette semaine, dont je recommande la lecture sans réserve, surtout à l'issue de cette semaine que nous venons de consacrer à Péguy. Alors je viens de lire un texte qui est tiré d'un article intitulé « À nos amis, à nos abonnés » qui date de 1909. Péguy y exprime sa tentation du silence absolu et sa vocation de philosophe. Alors quel paradoxe pour un homme qui a tant écrit d'aspirer au silence, et puis quel paradoxe aussi d'affirmer une passion pour la philosophie, de ne pas être à proprement parler, au sens officiel du terme, un philosophe. Oui, effectivement, là nous sommes en 1909, il est écrasé par les charges en tant que gérant des cahiers de la quinzaine, les misères économiques sont de plus en plus nombreuses, et son désir d'être philosophe revient plus que jamais, insistant. Et c'est l'année même où il se réinscrit en thèse de doctorat sous la direction de Gabriel Séaille, convaincu peut-être qu'il pourrait reprendre cette vocation qu'il avait laissée un moment de côté. Maintenant, ce n'est pas une tentation de silence pour autant. C'est une tentation, au contraire, d'écrire et d'écrire une œuvre. Ce qu'il n'a pas fait en tant que gérant, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, au sein des cahiers de la quinzaine. D'une certaine manière, cette tentation du silence, il faut l'entendre presque au sens cartésien. C'est la tentation du retrait de celui précisément qui se coupe du monde pour se concentrer, méditer et composer une œuvre philosophique. Et c'est l'œuvre qu'il a tant rêvée, là, qui est ici suggérée dans ce texte. Le conflit qui est présent au sein de ce texte traverse la vie de Péguy et on le retrouve notamment entre sa volonté, son désir, son devoir même de s'engager politiquement du côté du socialisme et en même temps les moyens qu'il met en œuvre pour y parvenir, qui se regroupent au sein de cette revue, les Cahiers de la Quinzaine, dans laquelle il écrit régulièrement sans qu'elle soit beaucoup lue pour autant. C'est un paradoxe ici entre le devoir qu'il se fixe et les moyens qu'il met en œuvre pour y parvenir.
Absolument. Dès l'âge de 15 ans, il a cette tentation, ce désir d'abord d'être écrivain. Il passe le concours d'école normale, qu'il obtient après quelques échecs. Et en 98, il passe le concours de l'agrégation de philosophie. On est en 98, l'affaire Dreyfus éclate. C'est après le J'accuse de Zola. Et là, au fond, se discerne plus que jamais cette contrariété que vit Péguy entre la carrière qu'il aurait souhaité avoir en tant que philosophe, même en tant que professeur, et de l'autre, le devoir qu'il appelle face à l'injustice criante que l'état-major français a pu commettre. Donc il est effectivement tiraillé entre d'un côté la passion philosophique, il a ce goût depuis toujours pour la philosophie et qui ne le quittera jamais. Les dernières notes qu'il a écrites à la fin de sa vie sont une note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne et une note sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. C'est une passion, il le dit, c'est un vice, c'est une gourmandise qui ne le quittera jamais. Mais par ailleurs, effectivement, il y a l'appel du devoir, l'idéal socialiste, qui, plus impérieux que jamais, va l'empêcher, au fond, d'être ce qu'il aurait dû être, si je puis dire, en un autre moment. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre, et c'est pour ça que je faisais référence à ce paradoxe des cahiers de la quinzaine, puisque finalement, cet appel au devoir socialiste, il ne va pas le mener jusqu'au bout. C'est pas, il n'a pas une activité militante extrêmement prenante au sein d'un parti. Finalement, il se contente, en un sens, de diriger une revue dans son activité de politique. Alors pourquoi est-ce que ça l'empêche d'être philosophe et d'écrire des textes philosophiques ? Alors vous êtes dur. Pendant l'affaire Dreyfus, il aura sa canne, il ira lui-même taper les antisémites, il écrira sous le nom de Pierre Deloire des articles militants socialistes. Au fond, l'année même où il passe l'agrégation, il écrit 2 ouvrages. Il se marie, il attend un enfant, il écrit des articles socialistes. Et on se demande d'une certaine manière quelle place encore peut avoir la philosophie dans tout ça. C'est un combat qui va conduire à la création des cahiers de la quinzaine, qui est une véritable institution consacrée à l'idéal socialiste et à la préparation de la révolution sociale. Et c'est si je puis dire, un engagement à plein temps. D'une certaine manière, il ne peut écrire que de temps à autre, comme arraché à son emploi principal. Mais d'un côté, il affirme que les livres épais de Descartes et Kant ont fait plus pour préparer la révolution sociale que les feuilles légères des journalistes. Et de l'autre, il s'interdit lui-même de faire ce qu'on pourrait appeler une philosophie socialiste. Alors, justement, chaque temps nécessite son philosophe. Il est, en quelque sorte, dans l'urgence. À ses yeux, le monde socialiste est sur le point d'émerger. C'est une imminence préparée par ceux qu'il estime être encore ses maîtres en socialisme, Jean Jaurès, Lucien R, Charles Andler. L'urgence exige en quelque sorte qu'il abandonne ces grands ouvrages qui ont pu en un sens être efficaces en leur temps, mais aujourd'hui, d'une certaine manière, il s'agit au contraire d'œuvrer pour que ce monde advienne. Monsieur Henri Bergson parlait pendant toute la conférence parfaitement, sûrement, infatigablement, avec une exactitude inlassable et menue, avec une apparence de faiblesse incessamment démentie, avec la ténuité audacieuse, neuve et profonde qui lui est demeurée propre, sans négligence et pourtant sans aucune affectation, composant et proposant, mais n'étalant jamais une idée, fût-elle capitale et fût-elle profondément révolutionnaire. Il se peut, disait-il à peu près, qu'il n'y ait pas entre les différentes productions d'art, entre les différentes productions littéraires, les relations que nous imaginons. Nous imaginons communément qu'entre les œuvres les plus belles et les productions les plus vulgaires, il y a, pour ainsi dire, diminution continue de la beauté, enlaidissement ou appauvrissement continu. Nous nous imaginons volontiers que, par des transitions insensibles et à la condition de faire un assez long chemin, nous pourrions passer comme en série linéaire des œuvres que nous qualifions de géniales à celles où nous reconnaissons du talent. Quand j'assiste régulièrement le vendredi au cours de M. Bergson au Collège de France, à 4h03, je suis frappée de ceci. Dans la grande salle à peu près pleine, sur les 150 assistants et plus, toujours le discrédit de la métaphysique, il y a de tout le monde. Je vois des hommes, des vieillards, des dames, des jeunes filles, des jeunes gens, beaucoup de jeunes gens, des Français, des Russes, des étrangers, des mathématiciens, des naturalistes.
J'y vois des étudiants en lettres, des étudiants en sciences, des étudiants en médecine. J'y vois des ingénieurs, des économistes, des juristes, des laïcs, des clercs. J'y vois des poètes, des artistes. On y vient de la Sorbonne et je pense de l'école normale. J'y vois des bourgeois notoires, des socialistes, des anarchistes. J'y vois de tout, excepté des universitaires. Camille Riquet, peut-on voir dans la posture qu'est celle de Charles Péguy vis-à-vis de la philosophie également un choix de se positionner en retrait des institutions? C'est ce qu'on peut penser lorsqu'on entend les textes qu'il écrit sur Bergson. Alors d'un point de vue purement de l'influence de sa pensée est décisive, on va y venir, mais aussi dans le texte que je viens de lire, dans Personnalité, où il montre que finalement ceux qui assistent au cours de Bergson, c'est tout le monde sauf les universitaires. Avec cette phrase que je n'ai pas lue, mais qui quand même, il faut croire que tous les professeurs de Paris en classe à la même heure. Cette ironie qui vient railler le mépris que les universitaires adressent à Bergson. Et c'est comme si lui-même, peut-être, aurait refusé d'intégrer l'institution parce qu'il pense que finalement la manière plus noble de faire de la philosophie est de tourner le dos à cette institution. Oui, mais là encore, c'est en son temps. Je ne suis pas sûr que Péguy eût été systématiquement contre l'institution en tant que telle. Dans le passage que vous avez lu, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il nous décrit Bergson en cours dans la manière même dont il parle. Je suis persuadé que Péguy eût aimé la radio. Il est sensible d'abord à la voix, au ton, à la manière dont on parle. Très souvent, il dit... Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que vous dites, c'est la manière dont vous le dites. Et là, il nous fait en quelque sorte un portrait sonore de Bergson. Il nous donne le ton avec lequel, par exemple, il nous propose une idée. Il n'impose pas, il propose. Il dit, ouais, proposant, mais n'étalant jamais une idée, fut-elle Exactement. Fut-elle Par exemple, n'étalant jamais même une idée, fut-elle capitale, fut-elle même révolutionnaire. En quelque sorte, il ne va pas profiter de son magistère pour embrigader ses élèves, pour tenter de les dominer. Ce qu'il reproche à l'université à l'époque, autant qu'à l'école normale supérieure, c'est que les professeurs qu'il a d'abord suivis ont voulu être des maîtres, ont voulu être des dominateurs spirituels, ont voulu gouverner les esprits. Et c'est le ton qui change. Le ton de Charles Handler, le ton de Jaurès, c'est ce qu'il nous dira, est au fond un ton de commandement, une manière en quelque sorte d'embrigader. Donc, Jaurès, par exemple, a une philosophie socialiste. D'une certaine manière, il veut non pas nous libérer, mais nous embrigader dans une certaine métaphysique, dans une certaine philosophie. Ce que montre ici le portrait qu'il nous propose de Bergson, c'est qu'il est un libérateur. Et en un sens, Bergson nous libère, ne serait-ce que dans la manière même de parler, d'offrir ses idées généreusement. Et au fond, il nous libère, y compris de lui-même, y compris du libérateur. C'est ce qu'il a toujours voulu, en quelque sorte, même de la révolution socialiste. Il s'agit, en un sens, de mettre au monde une nouvelle cité, harmonieuse, mais qui ne soit pas, en quelque sorte, dépendante de ses libérateurs. Eh bien, Bergson, de la même manière, en quelque sorte, suggère une manière vivante de faire de la philosophie, qui ne peut pas demeurer au sein même des institutions telles qu'elles sont proposées en son temps, où la sociologie, la science humaine commence à se mettre en place et évacue progressivement la philosophie en tant que telle. Ça veut dire qu'il ne reproduit pas envers Bergson la fascination que Jaurès exerce sur lui, par exemple. C'est-à-dire qu'il garde suffisamment de distance pour ne pas vénérer ce qui serait un maître à penser, mais y prendre et peut-être imiter ce rapport vivant au savoir et à l'enseignement. C'est exactement un contre-modèle de Jaurès. Ouais. En ce sens-là, qu'il ne cherche en aucune manière à imposer ses idées, mais vraiment à libérer. La distinction talent et génie qu'il nous propose ici, bon, c'est une distinction parmi d'autres, c'est un cours qu'il a fait. C'est, à mon avis d'ailleurs, une manière déjà d'entendre ce que Péguy dira entre la mystique et la politique. Tout commence en génie, tout finit en talent. De telle sorte que le génie, parfois, peut disparaître et ne laisser place qu'au talent. Corneille, par exemple, a été génial, c'est ce que dira Péguy plus tard, mais a pu survivre à son génie et a laissé dans ses dernières œuvres des œuvres extrêmement plates. Donc il va utiliser en quelque sorte cette opposition-là comme une manière de se libérer également des œuvres d'art qui, jusqu'alors, étaient pour lui considérées comme des cultes à vénérer.
Il racontait la première fois où à Paris il est allé au Louvre, où en un sens il vouait une admiration sans borne à tout ce qu'il contemplait. Mais justement, parce qu'il les contemplait ainsi, il était incapable de les voir. Peggy trouve en Bergson le libérateur qui lui permet en quelque sorte de voir les œuvres d'art telles qu'elles sont, sans avoir à les admirer religieusement. Il y a des choses géniales, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est une manière, en un sens exact, précise, de montrer en quoi Bergson est un libérateur. Alors, il est, de par sa posture, son ton, vous l'avez dit, sa manière d'enseigner les choses, mais aussi à l'intérieur même de sa pensée. On parlait mardi dernier du rapport de Peggy à l'histoire. Peggy s'oppose aux historiens positivistes qui voient dans l'histoire un simple déroulement factuel de certains événements selon une logique pas forcément préétablie, mais en tout cas qu'on pourrait aisément retracer. Il essaye de lui faire date, de faire événement justement au sein de l'histoire comme un point qui viendrait s'immiscer dans une durée. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que dit Bergson lui-même dans ses textes, avec l'opposition entre le temps des horloges et la durée intérieure. On a chez Peggy ce sentiment de cohésion qui sans doute, dans toute son existence et dans toutes ses activités, qui sans doute est une manière d'incarner, volontairement ou non, le rapport à la durée qui est décrit au sein des textes de Bergson. On retrouve là encore la façon qu'a la théorie d'être mise en œuvre directement dans la pratique, dans la vie de Peggy. Oui, c'est très juste. C'est qu'on pourrait tout à fait dire que non seulement Bergson n'a pas été un maître en ce sens-là dont j'ai parlé pour Peggy, où il voulait dominer, gouverner les esprits, mais on pourrait dire tout à fait de la même manière que Peggy n'a pas été un élève, en ce sens qu'il a simplement répété son maître, décalqué les concepts qu'il aurait appris. Peggy, dans la thèse dont j'ai parlé, qu'il aurait voulu faire, aurait voulu distinguer à chaque fois deux figures du même philosophe, la figure vivante et la figure scolaire. La figure du philosophe telle qu'on les apprend dans les universités, les œuvres complètes, où on doit en quelque sorte connaître intégralement une œuvre, et puis la figure vivante, c'est-à-dire celle qui est sortie de l'université et qui réellement s'insémine dans un public beaucoup plus large et qui continue à la faire vivre. Alors très souvent, ce n'est pas l'œuvre entière qui est ainsi vivante, mais peut-être quelques lignes qui a réussi à s'insérer dans le tissu de l'humanité. Pour Pascal, c'est le roseau pensant, mais quelle fortune pour ce simple fragment. Pour Descartes, c'est quelques passages du discours de la méthode. Pour Bergson, ce sont quelques idées fondamentales, intuition, analyse, durée, et en quelque sorte qu'il va poursuivre hors de l'institution pour les faire vivre, et en les appliquant dans un domaine que Bergson lui-même n'a pas exploré, qu'est l'histoire. Et on voit en quelque sorte comment les idées bergsoniennes peuvent continuer à vivre hors de l'institution, se transformer, et au fond même ne pas être reconnues par un bergsonien comme moi. C'est-à-dire qu'à la fin, si Peggy est bergsonien, c'est parce qu'il le dit. Sa gratitude est infinie, mais d'une certaine manière, ses idées en lui se sont à ce point transformées qu'il est difficile de savoir ce qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre. Les systèmes philosophiques ne sont pas taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. Ils sont trop larges pour elle. Examinez tel d'entre eux, convenablement choisis, vous verrez qu'ils s'appliqueraient aussi bien à un monde où il n'y aurait plus de plantes, ni d'animaux, rien que des hommes, où les hommes se passeraient de boire et de manger, où ils ne dormiraient, ne rêveraient, ni ne divagueraient, où ils naîtraient décrépits pour finir nourrissons, où l'énergie remonterait la pente de la dégradation, où tout irait à rebours et se tiendrait à l'envers. C'est qu'un vrai système est un ensemble de conceptions si abstraites, et par conséquent si vastes, qu'on y ferait tenir tout le possible, et même de l'impossible, à côté du réel. Il y a dans les manuels et dans les cours de philosophie un certain nombre de personnages qui paraissent aux élèves et par suite aux maîtres extrêmement importants. Puis, quand on a quitté l'école, mais combien d'élèves et combien de maîtres quittent jamais l'école, quand on essaie de penser un peu, de regarder un peu par soi-même, on s'aperçoit tout d'un coup que ces bons hommes n'y sont pas. Ils n'existent pas. Ou, s'ils existent, ce sont des étoiles de 35e grandeur. Pourquoi donc avait-il tant d'importance à l'école ? Parce qu'ils occupaient certaines régions et qu'il fallait que ces régions fussent occupées. Vous avez devant vous votre encrier. C'est un encrier en bois.
Vous, réaliste, vous croyez que vous avez tout dit quand vous avez dit que vous avez devant vous votre encrier et que c'est un encrier en bois et qu'il est temps de passer à un autre exercice. Vous faites erreur, mon ami. Voici Monsieur le systématique. Monsieur le systématique ne prononce que quelques mots, mais ces quelques mots, comme on dit, ont déjà renouvelé la question. Oyez plutôt. Monsieur le systématique a dit « Cet encrier qui est en bois est en fer. » Et comme il aime généraliser, comme généraliser fait sa gloire, il ajoute négligemment « D'ailleurs, tous les encriers en bois sont en fer. » Aussitôt, voilà le monde retourné. Il a dit que les encriers en bois étaient en fer. Nul n'y avait pensé encore. Admirable coup de génie. Enfin, nous avons un système. Voilà un système qu'il ne faudra point oublier quand nous ferons l'histoire des systèmes. Et nous ne faisons jamais rien que l'histoire des systèmes. L'encrier noir au clair de lune, l'encrier noir au clair de lune, au clair de la lune, un encrier noir, au clair de la lune, un encrier noir. Au pauvre poète a prêté sa plume, au pauvre poète a prêté sa plume. Il fait un peu frais ce soir, au clair de la lune, un encrier noir. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Charles Péguy. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Camille Riquier, qui a dirigé un ouvrage collectif consacré à Charles Péguy et disponible aux éditions du Sar. Sont les pères et mères de ce nouveau-né, une lune blanche, un sombre encrier. Camille Riquier, j'ai d'abord lu un extrait d'un texte de Bergson qui explique en quoi les systèmes de pensée se détournent de la réalité plutôt que de la saisir. Puis on a entendu un extrait de Charles Péguy lui-même, un texte très beau, très drôle, intitulé « Heureux les systématiques », dans lequel il compare les philosophes réalistes, auxquels il s'identifie, aux philosophes systématiques. Il dit que donc les philosophes réalistes, quand ils voient un encrier en bois, ils disent que c'est un encrier en bois. Un philosophe systématique, face à un encrier en bois, va dire que c'est un encrier en fer. Ce qui est une manière de montrer à quel point, selon lui, le système, dans la lignée de Bergson, est une manière de se détourner du réel, de le transformer en autre chose que ce qu'il est. Et il a, à cette occasion, il forge un terme, je pense qu'il n'existe pas avant lui, pour qualifier cette manière de philosophie qui est celle de Bergson. C'est le lapaliciste. C'est-à-dire, c'est la lapalissade, dire une évidence, un encrier est un encrier. Et pour lui, la véritable philosophie serait cela. Non pas essayer de transformer ce qui est, ou de mieux dire ce qui est, mais tout simplement de pointer ce que nous avons devant les yeux, d'attirer le regard vers ce qui est vraiment. Et en cela, il est vraiment philosophe. Enfin, quelle meilleure définition de la philosophie, je ne sais pas ce que vous en pensez, que d'essayer de dire tout simplement ce qui est. Oui, absolument. D'ailleurs, là, on voit très bien la manière dont il récupère Bergson et en fait quelque chose de vivant. Il y a un texte, probablement que c'était une chose que Bergson pouvait dire au Collège de France, et par ailleurs, un usage qui en est fait par Péguy, de façon extrêmement comique. Ce qui nous montre que la tentation dont nous parlions au début, j'avais la tentation d'être un philosophe, finalement n'a pas été abandonnée. Bergson lui a donné aussi le moyen de l'être autrement. Jusqu'ici, on pouvait très bien imaginer cette retraite, cette construction d'œuvres finalement systématique, et au bout du compte imaginaire. Bergson lui apprend que c'est là s'éloigner du réel, s'en écarter, le tronquer, et qu'il est préférable au contraire de le rejoindre. Eh bien, d'une certaine manière, Péguy le prend au mot, parce qu'il va chercher d'une certaine manière à faire de la philosophie tout en continuant à faire autre chose, à être dans le réel. Donc, il exercera un métier, les cahiers de la quinzaine, il sera gérant, boutiquier, industriel. Et puis, par ailleurs, il aura aussi un tiers de son temps qu'il passera aussi à écrire et éventuellement, en contrebande, si je peux dire, à faire de la philosophie, mais toujours en quelque sorte au contact du réel. Donc ici, on a parfaitement une distinction proposée entre, d'un côté, les systématiques et de l'autre, les réalistes, qui va être littéralement appliquée par Péguy. Et l'exemple que vous avez proposé, très connu, alors le passage est très drôle,
Peggy le trouve tellement drôle qu'il en fait des pages et des pages, peut-être un peu trop de pages, de telle sorte qu'il l'a laissé posthume. Mais effectivement, il s'imagine ici des philosophes qui se rassemblent, qui font un congrès autour d'un système qui a été créé par l'un d'eux et qui déclare que l'encrier en bois est en fait un encrier en fer. Et ensuite, ce maître aurait fait des élèves qui, en un sens, le répètent, mais en un sens aussi cherchent à s'en distinguer. Donc, il y a plusieurs écoles qui se sont créées. Certains disent qu'il est un encrier en fer forgé, d'autres qu'il est un encrier en fer aimanté, etc. Et tout le monde se dispute quant à savoir ce qui est derrière le réel, parce que d'une certaine manière, c'est se détourner du réel que de chercher, au fond, l'être caché derrière les apparences. Et chaque philosophe dira que c'est telle ou telle chose. Alors là, Peggy le dit de façon très ironique, mais on peut en un sens le dire aussi de façon très sérieuse. Schopenhauer dira très bien, derrière le réel, il y a la volonté. Derrière le réel, dira Schelling, il y a l'absolu. Derrière le réel, il y a l'idée. À chaque fois, en un sens, on dira que le réel n'est pas ce qu'il est, il est autre chose. C'est ce dont se moque ici Peggy. Et le réaliste, dans l'exemple qu'il nous propose, c'est ce concierge qui vient déposer une écritoire, un encrier en bois, et à qui on demande, le président de séance demande de quoi était fait cet encrier en bois, et qui va dire tout naturellement que cet encrier en bois est en bois. Bref, il va faire la palissade, et elle va être renvoyée sèchement. Évidemment, ça énerve tout le monde, puisque ça menace l'existence même de ces philosophes dans leur discussion. Eh bien, Peggy se veut la paliciste. Il a créé un néologisme. Et au fond, il estime que Bergson, avant tout, a été à la paliciste. Il a juste dit ce qui est. Par exemple, le temps n'est pas de l'espace. C'est du temps. C'est tout ce qu'il a dit. Sa thèse, la thèse de Bergson, en fait, est une apalissade. La qualité n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Donc on en vient en quelque sorte à désobstruer le réel pour y accéder à nouveau. Sauf que Peggy lui-même, est-il la paliciste dans la mesure où il est quand même idéaliste? En tant que socialiste, il veut changer les choses, il agit, il semble mu par une forme d'impératif, d'idéal, qui lui donne non seulement envie de changer les choses, mais qui ne lui laisse pas le choix. C'est comme ça qu'il le présente. Il parle véritablement de devoir à l'égard de son engagement socialiste. Là, on est loin de la palissade. Ce mouvement proprement philosophique de parvenir à nommer ce qui est, sans s'en détourner, de prendre ce qui est pour ce que c'est, est-ce que ce n'est pas un mouvement qui, dans une certaine mesure, est incompatible avec toute forme d'idéalisme au sens noble du terme, qui implique et qui engendre le changement et qui donc va appeler aussi l'engagement politique? Oui, donc vous voulez dire qu'il est à la fois réaliste et idéaliste. S'il était simplement réaliste, il ne serait peut-être pas socialiste, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est tout à fait vrai. Il est mu par un idéal, et c'est même cela qui le détourne de la philosophie et au fond de la carrière qu'il aurait pu faire, justement d'une carrière qui l'aurait détourné de la réalité elle-même, c'est-à-dire au fond, pour un socialiste, la misère. C'est-à-dire que quand on a une carrière assurée, on est assuré du pain du lendemain, eh bien il y a quelque chose qu'on ne voit plus, c'est la misère. Or, Peggy, c'est justement celui qui a voulu constamment être face à la misère. Cela qui n'est jamais vu, cela qui est toujours occulté. Et c'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, il a renoncé à être philosophe. C'est pour voir ce réel. Pour autant, il est mu par un idéal. C'est justement que la misère ne soit plus. Et un idéal, en quelque sorte, qu'il a incarné en tant que tel. Et en cela, on peut très bien comprendre la manière dont il articule ici idéalisme dans le sens que vous donnez et réalisme. Peggy était un inquiet, un incertain. Il n'a jamais cessé de connaître l'angoisse de l'homme qui se bat avec la pauvreté, car il était pauvre. Peggy n'a jamais cessé d'être préoccupé jusqu'au plus intime de son être, par le malheur humain, par la misère humaine, qui lui semblait-il était devenu peu à peu un état social dominant dans notre monde moderne. Et c'est ce qui l'a conduit au socialisme. Il a cru que le socialisme pouvait être le libérateur. Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre,
car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînaient les autres, oui j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible. Tout chacun fait son devoir, Camille Riquier. Est-ce qu'on peut comprendre ainsi le conflit qui est celui de Péguy avec lequel nous avons ouvert cette émission? D'un côté, la vocation de philosophe et de l'autre, le devoir de socialiste, d'être socialiste. Oui, c'est exactement comme ça que se pose le problème. Cette vocation socialiste, au fond, c'est aussi une vocation à la misère. D'une certaine manière, il a voulu être parmi les misérables, parmi les damnés de la terre. C'est ça, au fond, le devoir socialiste à ses yeux. S'il avait été philosophe, c'est comme s'il aurait passé le fardeau des besoins matériels à son voisin. Il n'aurait pas mis les mains dans la cité pour œuvrer à ce qu'elle devienne meilleure. Il aurait voulu, en quelque sorte, comme il le dit quelque part, tailler sa place dans le banquet inégal. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on cherche un métier, quel qu'il soit, qui appartient d'ailleurs à la vie spirituelle, eh bien, on se taille une place à soi sans se soucier des autres. L'important, lorsqu'on est socialiste, ce n'est pas de se tailler une place dans le banquet inégal, mais c'est d'élargir le banquet afin que tous puissent, en quelque sorte, y manger. Et donc, cet idéal socialiste, ce devoir est là. C'est-à-dire qu'en un sens, avant même de pouvoir être philosophe, il faut d'abord assurer la vie corporelle. C'est pour ça qu'il estime qu'il est besoin, pour lui, d'avoir un travail, de joindre les mains à l'esprit. Donc, certes, il est encore philosophe, mais ce qu'il veut, c'est aussi travailler, connaître la misère, connaître les réalités économiques, connaître les réalités sociales. On ne peut pas rester socialiste si on n'est pas confronté en permanence aux réalités sociales et économiques. Donc sa sincérité est allée jusqu'à incarner ce devoir socialiste, et c'est la raison pour laquelle, en un sens, il lui a donné une forme kantienne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on parle de devoir socialiste, on y entend comme une injonction à agir. On ne peut pas agir autrement que selon cette injonction. C'est un devoir, c'est un ordre qui appartient au registre moral ici, avant même d'être politique. Et en cela, on peut peut-être voir dans la pensée même de Péguy, cette fois aussi également philosophique, une dimension qui serait quasiment kantienne. C'est comme un impératif catégorique qui lui ordonne d'agir, et d'agir moralement au nom des autres, au nom de la prise en compte d'autrui et de la volonté d'essayer d'effacer cette misère qui a lieu. On est bien loin ici du philosophe réaliste qu'il se prétend être et qui appelle un encrier en bois un encrier en bois. On n'est plus dans une querelle ici entre systématique et non systématique. Non, mais il est toujours dans la réalité. Encore une fois, il s'agit ici non pas d'enseigner Kant, mais bien de le pratiquer. Là, il y a encore une différence à faire, c'est que d'une certaine manière, ce n'est pas ce que Kant dit qui l'intéresse, mais c'est ce qui lui permet d'agir dans le monde. Est-ce qu'il s'en réclame directement dans ses actions de Kant ? Oui, dans les premiers textes, en un sens, c'est même une objection de ne pas avoir connu Kant pour telle ou telle personne. Il n'a pas connu la morale kantienne. Et ses camarades d'école racontent qu'en 1895, dans le cours de Léon Aulé-Laprune, il avait fait un exposé sur Kant et le devoir social. Il était fraîchement converti au socialisme et il sait qu'à l'époque, la plupart de ses camarades étaient kantiens. Kant dominait. Eh bien, il s'agissait pour lui de montrer qu'on ne pouvait pas être kantien sans être socialiste. Et qu'au fond, ce qui devait épouser la forme kantienne, c'était la matière socialiste. Donc c'est le Kant de la deuxième critique qui l'intéresse. C'est le Kant de la deuxième critique. Critique de la raison pratique, et donc le Kant qui s'intéresse à l'action, à l'agir, et non pas simplement à la théorie. D'une certaine manière, on peut encore retrouver cette distinction entre scolaire et vivant. Il le disait à l'école normale ou ailleurs, à l'époque, il y avait comme deux écoles. Il y avait ceux qui enseignaient la critique de la raison pure, et il y avait les autres qui pratiquaient la critique de la raison pratique. Donc, il ne s'agissait pas pour lui d'enseigner, mais vraiment d'être. C'est en cela qu'à mes yeux, il est un philosophe. Il n'enseigne pas la philosophie. Il est littéralement philosophe en cela qu'il se veut kantien dans ses actes. Oui, après, il reste à savoir s'il suffit de se revendiquer ou de revendiquer une affiliation à un philosophe. Pour être philosophe, il ne suffit pas de dire qu'il agit selon un impératif catégorique pour dire qu'il est vraiment kantien. Il peut agir de cette façon-là au nom d'une certaine morale ou d'une religion.
Oui, mais à l'époque, dans les tout débuts de son socialisme, il n'est pas encore revenu à la foi catholique et il estime que son socialisme est encore une morale et non pas une mystique. C'est-à-dire que c'est bien plus tard qu'il va s'apercevoir que le socialisme qu'il animait était une mystique. Mais encore à l'époque, il estimait que la morale suffisait. Et le devoir du socialiste, c'était d'arracher ses frères à la misère. C'était le premier devoir, le premier impératif avant tout autre impératif. D'ailleurs, il distingue la misère de la pauvreté. Il y a vraiment une limite qui sépare les deux, et la misère est bien plus profonde que la pauvreté. Oui, c'est une des grandes distinctions qu'il fait dans un texte magnifique de Jean Coste, où il dit finalement ce n'est peut-être qu'une toute petite quantité qui sépare le pauvre du misérable, mais cette toute petite quantité fait une qualité infinie, une différence de nature infinie. Finalement, d'une certaine manière, le pauvre, mais en ce qu'il a sa vie déjà assurée, est beaucoup plus proche du riche que le misérable qui ne peut pas assurer sa vie ni son lendemain. Et il considérait que le misérable était, au fond, un banni de la société. Et il était, au fond, en rupture de ban et donc un exilé au sein même de la société. La cité qu'il rêvait, la cité harmonieuse qu'il rêvait, était une cité, justement, où nul n'était banni. Le misérable, c'est la figure précisément de l'exilé, du banni, tel qu'Antigone pouvait l'être dans la cité grecque, tel que Jeanne d'Arc pouvait l'être dans la cité chrétienne, damnée. C'est en un sens les nouveaux bannis, les nouveaux exilés, et c'est avec eux en un sens qu'il veut être, afin de les arracher à cette misère, qui est presque l'équivalent d'un enfer pour les catholiques. Laissons de côté les éditions solennelles de textes, les réimpressions des œuvres complètes. Laissons de côté les célébrations universitaires. Laissons de côté les commémorations officielles et les centenaires, et les circonspections et les faux respects scolaires. C'est du tout fait, des idées toutes faites. Soyons bergsoniens, et en matière de l'histoire du cartésianisme, et en matière de l'histoire du bergsonisme. Il est amusant d'entendre Péguy se demander à ce qu'on laisse de côté les commémorations, puisque nous célébrons cette année, célébrons si j'ose dire, les 100 ans de sa mort. Il est mort le 5 septembre 1914. Et dans ce texte, donc c'est les notes sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, il fustige ce qu'il appelle les idées toutes faites. C'est une phrase qui est restée célèbre, le fait que Péguy s'en prenne aux idées toutes faites. Et il en appelle à être bergsonien, et en matière de l'histoire du cartésianisme et en matière de l'histoire du bergsonisme. La suite du texte, je ne l'ai pas lu en entier, compare la philosophie bergsonienne à la philosophie cartésienne. C'est assez surprenant puisque Descartes, d'après ce qu'on vient de dire, paraît opposé, et en termes de méthode, en termes de pratique, à ce que Péguy prêche et prône par ailleurs. L'ordre des raisons cartésiennes semblait éloigné de la manière qu'a Péguy d'écrire et de dérouler un fil avec emphase et une ponctuation toujours un peu déréglée, on ne sait pas trop dans quelle direction il va. Et pourtant, là, il y a quelque chose chez Descartes qui séduit Péguy, en tout cas qui lui parle en particulier, et peut-être peut-on y voir un autre indice de son attitude philosophique, à défaut de son métier de philosophe. Oui, là, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, cette connivence très curieuse que Péguy trouve entre Bergson et Descartes. Dans la note sur M. Bergson, finalement, Péguy parle davantage de Descartes, et inversement, dans la note sur M. Descartes, on s'aperçoit qu'il parle beaucoup plus de Bergson. Et donc, ce sont deux visages qui, pour lui, s'entremêlent. Il s'agirait d'expliquer pourquoi. Et la deuxième chose, c'est quel Descartes intéresse Péguy. Ce n'est pas évidemment le Descartes systématique, le Descartes de l'ordre des raisons. Donc ce serait ce Descartes-là, scolaire, qui l'écarterait, pour privilégier au fond un autre, qu'il estime le Descartes vivant, qui tient pour lui en quelques lignes, et qui est le Descartes vraiment qui
s'est inséré dans le tissu de l'humanité, et qui est ce cavalier qui partit d'un si bon pas, qui est l'expression qu'il utilise et qu'on connaît lorsqu'il nous parle de Descartes. C'est-à-dire, au fond, le Descartes de la première méditation, celui qui écarte d'un revers de main tous les préjugés de son temps pour repartir de zéro. Et c'est là, en un sens, qu'intervient cette manière de comprendre Descartes en bergsonien et inversement. Peggy, et en cela je pense qu'il est fidèle à Bergson, estime que cette table rase, à quoi nous invite Descartes, est bien une table rase de préjugés, mais aussi, d'une certaine manière, d'idées toutes faites. Ce qui est le pire, c'est précisément de conserver des idées toutes faites. L'important, précisément, est de les faire et de les refaire à son propre compte. Et encore là, c'est le Descartes qu'il a toujours retenu, c'est le Descartes qu'il loue à la fin de sa vie, et c'est le Descartes, en un sens, qu'il a pratiqué aussi au début de sa vie. C'est le Descartes sceptique, en réalité. C'est le Descartes sceptique. C'est le Descartes qui remet tout en cause. Le Descartes de la table rase, qui a le courage de tout remettre en cause. Exactement. On retrouve ici l'héroïsme si cher à Peggy, peut-être, Oui. dans la figure de Descartes. Mais encore une fois, il a voulu être philosophe. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'enseigner Descartes comme il voulait enseigner Kant, mais d'une certaine manière, il voulait faire comme lui. À 23 ans, il vient juste d'être reçu à l'école normale, qu'il s'en va, 1 an, en retraite à Orléans, en quelque sorte pour, et il le dit d'ailleurs ici ou là, tout remettre en cause. Il estime en un sens qu'on peut très bien être historien de la philosophie, mais non pas philosophe, si on n'a pas une fois dans sa vie, semel in vita, tout remis en cause des idées reçues. Et donc, en un sens, pendant 1 an, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va le mener au socialisme. Ça veut dire que si le socialisme est pour lui non pas une simple adhésion, mais une conversion, c'est qu'au fond, la révolution qu'il a faite a permis en quelque sorte une excavation en profondeur telle qu'il a déraciné toutes ses habitudes. Peggy veut suivre Descartes dans cette remise en cause, non seulement de ses idées, mais il va même plus loin de toutes ses habitudes. Il s'agit même de remettre en cause même les pratiques les plus coulantes, comme manger, dormir, boire, aimer, donner de l'argent, etc. Toutes les pratiques sont remises en cause, et c'est ce qu'il a fait en un sens à 23 ans. C'est ce qui l'a conduit à un certain moment au socialisme. Donc, il a fait comme Descartes beaucoup plus qu'il a voulu l'enseigner. Et c'est en cela, moi, qu'il me paraît être un philosophe, et un philosophe authentique, c'est-à-dire absolument sincère, qui dit ce qu'il pense et qui agit conformément à ce qu'il dit. Comment expliquer dans ce cas qu'il ait recours à certains pseudonymes lorsqu'il écrit il a emprunté le nom de Pierre Baudouin pour écrire certains textes. Les auteurs qui écrivent sous pseudonyme, soit le font pour avancer masqué, ce qui ne va pas dans le sens d'un certain courage dont vous parlez, ou alors par nécessité, à chaque voix, à chaque type d'écriture correspond un certain nom. C'est Pessoa, par exemple, qui lui-même va se démultiplier selon le ton et le registre dans lequel il veut écrire. Comment comprendre chez Charles Peggy cette utilisation du pseudonyme ? Alors justement, la plupart des commentateurs parlent de pseudonyme. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le nom convienne. Pseudonyme, il le dit, c'est un nom fin, un faux nom. Et donc, comme vous le dites, un masque derrière lequel se cacher. Lui, au contraire, il estime que le moi de Peggy est multiple. En cela, il est encore bergsonien. Il estime qu'il y a une multiplicité qualitative, plusieurs tendances qui cherchent à s'épanouir. Nous en avons vu 2 principales. La tendance philosophique, il y a une volonté de faire œuvre philosophique, et de l'autre, une autre tendance qui d'ailleurs vient contrarier la précédente, qui est au contraire son idéal socialiste, son devoir socialiste. Eh bien, ce sont des moi démultipliés qui cherchent à s'épanouir, et la solution qu'a trouvée d'abord Peggy, c'est de leur donner des vies imaginaires. Ça veut dire que Pierre Baudouin, c'est un pseudonyme, entre guillemets, parmi d'autres, hein, mais à mon avis, d'ailleurs, un des principaux. C'est le nom de celui qui aurait vécu la vie initiale telle qu'il l'aurait souhaité, c'est-à-dire la vie de philosophe qu'il n'a pas pu mener à cause de sa vocation socialiste. C'est la vie rêvée, à l'opposé de la vie. C'est la vie rêvée. Écrite. C'est la vie rêvée, et c'est celle qu'il aurait pu vivre dans un autre contexte, dans un autre temps, si par exemple l'affaire Dreyfus n'avait pas éclaté. Merci beaucoup Camille Riquet d'être venu nous parler de Peggy aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à plusieurs choses. D'abord, la revue Nunc, où on trouve un dossier que vous avez coordonné, intitulé Charles Peggy Vivons.
cette revue. Donc c'est le numéro de février 2014. Également un ouvrage collectif consacré à Peggy, un très bel ouvrage. Vraiment, lisez-le, il y a beaucoup de contributions qui sont excellentes. Et c'est un bel objet, un livre qu'on a envie de lire et à raison. Ça s'appelle Charles Peggy tout simplement, au Cahier du Cerf, donc aux éditions du Cerf. Et puis aujourd'hui même se tient le 2e jour du colloque que vous avez co-organisé, Camille Riquier. Alors aujourd'hui ça se tient à l'Institut catholique de Paris, où vous enseignez d'ailleurs. Et on peut y entendre aujourd'hui Philippe Grosot, qui était mon invité hier, mais aussi Pierre Manant, Marc Crépon, Jacques Julliard, Marc-Olivier Padis. Vous retrouverez le programme en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Chante, la vie n'est pas méchante, et quand elle nous enchante, il n'est rien de meilleur. Songe qu'il n'y a pas que des mensonges, un peu de courage et plonge dans le fond de ton cœur. Aime en donnant tout toi-même, c'est là le vrai poème, c'est là le vrai bonheur. Et tout le reste c'est moi qui te le dis, n'est que chiqué, fabriqué, comédie. Et tout le reste c'est moi qui te le dis, n'est que chiqué, fabriqué, comédie. Rêve, et si tes nuits sont beaux rêves, quand le petit jour se lève, rêve encore si tu veux. Garde pour ceux qui te regardent, au lieu d'une mine blafarde, un teint rose c'est mieux. Porte ta joie de porte en porte, et si tes amours mortes parfois te font du chagrin, t'en fais pas, car tu sais que demain tu trouveras d'autres amours sur ton chemin. T'en fais pas, car tu sais que demain tu trouveras d'autres amours sur ton chemin. Brave, la force qui rend esclave, la calomnie, la bave et la haine des crapauds. Danse dès que leur chant commence, ne perds pas ta cadence, ils crèveront dans leur peau. Ivre de la liberté de vivre, continue de poursuivre tout ce qui te semble beau. Et surtout, surtout, ne fais pas fi de ma philosophie. Et surtout, surtout, ne fais pas fi de ma philosophie. Fais pas fi de ma fille, fais pas fi de ma fille, et fais pas fi de ma philosophie. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h47. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mostin-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Merleau-Ponty aujourd'hui. Oui, vous venez de parler du rapport de la philosophie au réel. C'est justement le thème de la désillusion créatrice, Merleau-Ponty et l'expérience du réel de Guillaume Caron qui paraît chez Métis Presse. Aujourd'hui sont publiés de plus en plus d'ouvrages de philosophie sur le quotidien. On tient à souligner l'inscription de la philosophie dans l'expérience du quotidien, comme s'il fallait souligner que la pratique de la philosophie n'était pas contraire à une inscription dans le réel, mais comme s'il y avait du coup en creux ce présupposé implicite, la philosophie ne serait pas nécessairement en lien avec le réel. C'est sur ce constat que s'ouvre le propos de Guillaume Caron et de son ouvrage La désillusion créatrice qui paraît chez Métis Presse. Mais déjà, avant d'évoquer le réel, il faudrait pouvoir s'entendre sur ce que signifie ce terme, sur ce que le réel désigne. Mardi, je vous parlais de John Dewey et de sa reconstruction en philosophie qui critiquait la tendance de la philosophie à être déconnectée des problèmes sociopolitiques de la communauté, à s'ériger en seul organe de connaissance propre à atteindre une réalité absolue et en fait hors du réel. Ici, dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de relier la philosophie à ce réel politique, mais d'un réel plus large, celui que l'on expérimente dès que l'on perçoit quelque chose. Cette idée, c'est justement celle que développe Merleau-Ponty tout au long de son œuvre et que Guillaume Caron déplie dans son ouvrage. Pour Merleau-Ponty, ce n'est pas la chose qui est première, mais c'est la perception de cette chose qui est première. La perception, c'est ce moment où le sujet qui perçoit et la chose perçue surgissent de concert, dans un sentir. Le réel n'est donc plus avec Merleau-Ponty une chose, un donné que la conscience interprète, mais une dimension de l'expérience, une dimension évidente. Contre la philosophie idéaliste mais aussi réaliste qui construisent le réel à coups d'idées, il s'agit donc de faire tomber ces illusions pour s'étonner du réel. Il s'agit donc d'expérimenter le réel, comme l'indique le titre de cet ouvrage, comme une désillusion créatrice.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de l'ouvrage. C'est La désillusion créatrice, Merleau-Ponty et l'expérience du réel de Guillaume Caron chez Métis Presse. Merci beaucoup les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir Jean-Pierre Zarader qui viendra vous parler des écrits sur l'art d'André Malraux. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi. N pour Grand Amphi. N pour Grand Amphi. N pour Grand Amphi.